Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. L'air dans la salle de réunion était froid, presque trop froid. Mais ce n'était pas le ronronnement du climatiseur au-dessus de sa tête qui donnait la chair de poule à Joshua. C'était le poids de ce que son avocat de famille, Maître Holden, venait de faire tomber comme une grenade sur la table en acajou poli. Vous avez exactement 30 jours, Monsieur Joshua Raymond, avait dit Holden d'une voix ferme, pour vous marier, ou vous perdrez les droits sur l'empire de votre défunt père, tel que stipulé dans son testament révisé. Joshua resta immobile, la mâchoire serrée. Autour de lui, des hommes en costume, associés de Raymond Global Holdings, le regardaient tous avec un mélange de sympathie et d'avidité. Ils savaient ce que cela impliquait, non seulement personnellement, mais aussi financièrement. Son père, feu le chef Abraham Raymond, avait bâti l'empire de toutes pièces, au prix de beaucoup de travail, de sueur et d'un esprit stratégique impitoyable. Joshua avait été son héritier désigné, non pas parce qu'il était l'aîné, il n'avait pas de frères et sœurs, mais parce qu'il avait fait ses preuves dans les conseils d'administration et les négociations. Pourtant, son père avait toujours craint une chose, que Joshua soit trop absorbé par ses affaires pour fonder une famille. Et maintenant, le vieil homme parti, il avait laissé un piège déguisé en clause. Joshua entendit à peine le reste de la réunion. Son esprit s'emballait déjà. 30 jours. C'était un laps de temps serré pour quelque chose d'aussi monumental que le mariage. Il ne s'agissait pas seulement de trouver quelqu'un prêt à signer un papier, mais de protéger un héritage. Des milliards étaient en jeu. Les propriétés de son père s'étendaient sur plusieurs continents, des domaines à Monaco, des champs pétroliers dans l'état de River State, des investissements technologiques en Californie et une institution financière à Dubaï. Tout cela lui échapperait s'il ne remplissait pas cette exigence essentielle. Le conseil d'administration avait déjà commencé à chuchoter des noms, des suggestions de femmes issues de familles prestigieuses, de cercles diplomatiques ou de dynasties milliardaires, susceptibles d'être rapidement mariées pour un bénéfice mutuel. Mais Joshua ne voulait ni d'un étang ni d'un mariage politique. Il ne voulait pas non plus d'amour. L'amour était une illusion. Du moins, c'est ce dont il s'était convaincu après avoir vu trop de personnes proches de lui succomber à sa trahison. Ce dont il avait besoin, c'était de contrôle. De stabilité. De silence. Plus tard dans la soirée, Joshua était assis seul sur le balcon du Penthouse, contemplant la silhouette scintillante des Legos. Son verre de whisky était resté intact. C'était un homme qui avait tout, mais le tic-tac de l'horloge dans sa tête lui rappelait que tout pouvait s'évanouir comme la brume s'il n'agissait pas. Son assistant, Michael, était parti plus tôt après avoir déposé un épais dossier de candidate potentielle. Vérification des antécédents familiaux, du patrimoine, toutes ces femmes cherchaient un mari riche. Mais Joshua n'était pas encore prêt à faire son choix. Il savait dans quel monde il vivait. Se marier par amour était dangereux. Se marier pour les affaires était intelligent. Il avait besoin de quelqu'un qui ait l'apparence du rôle, qui le joue et qui ne s'implique pas trop émotionnellement. Pour lui, l'épouse idéale était une femme capable de se fondre dans le rôle sans perturber son empire. Il n'avait pas besoin d'affection. Il avait besoin de loyauté, ou du moins d'une apparence. Mais le destin, comme toujours, en avait décidé autrement. Une semaine plus tard, lors d'une vente aux enchères d'art prestigieuse sur l'île Victoria, Joshua rencontra une femme qui allait tout changer. Elle s'appelait Suzanne. Elle était magnifique, éloquente et audacieuse, ce qui le désarmait. Elle ne le flattait pas comme les autres. En fait, elle semblait presque indifférente jusqu'à ce qu'il prononce son nom. Ce nom, Raymond, illumina son regard. Elle prétendait être une conservatrice d'art sud-africaine en visite au Nigeria pour affaires. Elle riait à ses blagues, même celles qui n'étaient pas drôles, et louait son action philanthropique. Il y avait quelque chose d'étrangement parfait chez elle, mais Joshua, contre son instinct, choisit de l'ignorer. Elle cochait toutes les cases. Beau, présentable, intelligent. Et surtout, disponible. 2 semaines plus tard, alors que la date limite s'annonçait de plus en plus pressante, Joshua a passé l'appel. Il l'épouserait. Non pas parce qu'il l'aimait. Mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Le mariage était tout ce dont un tabloïd pouvait rêver. Somptueux, exclusif et entouré de mystères. Organisé dans la vaste propriété de Joshua à Aqua, la cérémonie était à la fois une célébration et une transaction. Le jardin s'est transformé en un paradis floral,
avec une longue allée blanche bordée d'orchidées rares importées d'Asie, tombant en cascade sur des allées de marbre poli. Les médias n'avaient été invités qu'à l'entrée, où ils ont pris des photos à distance. Des drones survolaient le jardin, capturant des vues aériennes de la verrière, du doux ensemble de violons et de la mariée descendant l'escalier du manoir. Joshua se tenait devant l'autel, vêtu d'un smoking blanc avec des boutons de manchette en argent aux armoiries de sa famille, l'air indéchiffrable. Il n'était pas nerveux, il était calculateur. Suzanne, la femme qu'il connaissait depuis moins d'un mois, lui apparaissait telle une déesse venue du ciel. Sa robe scintillait comme des diamants écrasés sous le soleil des Legos, et sa peau sombre rayonnait d'un éclat soyeux. Tandis qu'elle s'avançait vers lui, tous la regardaient avec admiration, mais Joshua était loin d'être impressionné. Il stabilisait ses pas, son sourire appliqué, son assurance. Tout en elle était parfait, trop parfait. L'officiant, un révérend à la voix douce de l'église où Joshua avait grandi, commença la cérémonie. Les vœux furent minimalistes et impersonnels. Il n'y avait pas de déclaration d'amour éternel, seulement des marques de respect et de devoir. Suzanne répéta les mots à la perfection, sans jamais hésiter. Elle regarda Joshua droit dans les yeux, d'une voix douce et convaincante. Moi, Suzanne Audejua, je te prends, Joshua Raymond, pour époux légitime. L'assistance était composée de membres du conseil d'administration, de conseillers juridiques et de quelques parents éloignés. Aucun ami proche. Pas de demoiselle d'honneur ni de garçon d'honneur. C'était un mariage dénué de chaleur émotionnelle, juste de l'élégance, du protocole et des accords tacites. Joshua lui glissa la bague au doigt sans hésiter. Suzanne lui rendit son geste et le révérend les déclara mari et femme. Il y eut des applaudissements polis, des coupes de champagne levées et des flashs des photographes à l'entrée. Mais intérieurement, Joshua ne ressentait qu'un étrange vide, comme s'il venait de céder une partie de lui-même en échange de la survie de l'entreprise. Après l'échange des vœux, le couple a posé pour les photographes devant la fontaine voûtée du domaine. Suzanne s'est penchée vers lui, sa main délicatement posée sur sa poitrine tandis que le photographe l'invitait à sourire. Joshua a réussi à sourire, un sourire crispé et expert. Le personnel s'activait avec une précision irréprochable, servant boissons et petits canapés aux invités. Les médias avaient commencé à spéculer que Joshua avait enfin trouvé l'amour après des années de célibat. Mais rien n'était plus faux. Il n'y avait pas d'amour ici, seulement une mise en scène soignée. Suzanne lui murmura quelque chose de séducteur à l'oreille, et Joshua hocha légèrement la tête. Si elle remarqua sa raideur, elle ne le laissa pas paraître. Elle souriait et saluait la foule comme une femme entrant dans la vie qu'elle avait toujours méritée. S'il y avait une once de tromperie dans son expression, personne ne le remarqua. Sauf Joshua. Et il le rangea comme un marque-page, un souvenir auquel il se référerait plus tard. À la fin de la cérémonie et à l'approche de la soirée, les invités se dispersèrent lentement. Le dîner privé qui suivit fut réservé aux seuls dirigeants de Raymond Global Holdings et à quelques dignitaires. Suzanne était assise à côté de Joshua à la longue table du banquet, riant aux blagues, engageant une conversation légère et jouant les hôtesses parfaites. Joshua observait tranquillement, lançant de temps à autre des remarques polies, mais son esprit était toujours fixé sur l'autel. Ce n'étaient pas les vœux qui le troublaient, mais la facilité avec laquelle ils avaient été prononcés pour elle. Aucune hésitation, aucun tremblement, pas même un tressaillement. La plupart des femmes auraient été nerveuses à l'idée d'épouser un homme qu'elles connaissaient à peine, surtout un homme doté du pouvoir de Joshua. Mais Suzanne avait saisi l'instant comme si elle l'avait répété 1000 fois. Cette assurance, cette douceur, on ne sentait pas le stress d'une mariée. On sentait plutôt une actrice dans son rôle principal. Ce soir-là, alors qu'il la regardait faire tournoyer le vin dans son verre et charmer ses associés, une pensée commença à s'installer dans son esprit comme un nuage d'orage, j'ai épousé un inconnu. Et elle est bien trop à l'aise dans son rôle d'épouse. Les premières semaines de mariage ont été comme une promenade dans un manoir de miroirs. Tout semblait impeccable et beau, mais rien n'était réel. Joshua a repris le travail presque immédiatement après le mariage. Il devait assister à des réunions d'expansion à Johannesburg, signer une fusion technologique à Dubaï et passer d'innombrables appels aux investisseurs. Mais dans tout cela, une chose l'a convaincu, Suzanne. Elle était parfaite. Trop parfaite. Elle s'était adaptée à sa vie sans hésitation, se levant tôt pour l'accueillir avec un café, assistant avec grâce aux œuvres caritatives et souriant gentiment devant les caméras, comme si elle avait toujours appartenu à son monde. Mais l'instinct de Joshua, aiguisé par des années de guerre d'entreprise, lui soufflait le contraire.
Elle posait trop de questions sur ses actifs. Elle passait des heures à parcourir les fichiers de son ordinateur personnel. Elle feignit une curiosité pour les fiducies et la répartition des actifs, dissimulant ses questions sous le prétexte de mieux le comprendre. Ce n'était pas le comportement d'une épouse qui s'informe sur son mari, mais celui de quelqu'un qui planifie le château qu'elle projette de cambrioler. Charles, le meilleur ami et associé de longue date de Joshua, semblait sous le charme de Suzanne. « Tu as vraiment trouvé la perle rare ?» a-t-il déclaré lors d'un déjeuner au restaurant Lagoon sur l'île Victoria. Elle est élégante, posée et sait capter l'attention. Franchement, tu devrais la traiter mieux. Joshua eut un sourire crispé, mais ne répondit pas. Charles était proche, trop proche. Il avait été son ami d'enfance, témoin au mariage, et désormais directeur général de Raymond Global Holdings. Mais même Charles avait commencé à se comporter bizarrement depuis l'arrivée de Suzanne. Il se rendait plus souvent au manoir, prétextant une campagne de relations publiques. Un jour, Joshua entra et trouva Suzanne et Charles en train de rire à gorge déployée à cause d'une blague sur le vin. Cela aurait pu être rien, ou le premier fil d'une histoire bien plus sombre. Joshua n'en était pas encore sûr. Mais quelque chose dans le regard de Suzanne sur Charles, comme si elle savait quelque chose que Joshua ignorait, refusait de quitter son esprit. Suzanne, quant à elle, traversait sa nouvelle vie comme une tempête silencieuse. Elle veillait à ne pas marcher sur des mines. Elle savait que Joshua n'était pas chaleureux, il la touchait à peine, ne l'appelait jamais gentiment et laissait la chambre froide comme la pierre. Mais elle s'en fichait. Moins il y avait d'attachement émotionnel, mieux c'était. Le soir, pendant que Joshua travaillait tard, Suzanne parcourait les maisons de luxe aux Bahamas, assistait à des ventes aux enchères de bijoux à Paris et rédigeait des lettres à des sociétés écrans sous de faux noms. Elle avait déjà un plan avec Charles, et ils attendant le bon moment. Ses conversations avec Charles étaient passées par des applications cryptées et des messages vocaux. Elle utilisait des noms de code, des cartes SIM intraçables et supprimait chaque message après lecture. Ce qu'elle ignorait, c'est que Joshua avait installé des systèmes de surveillance silencieux dans le manoir des mois auparavant. Chaque mouvement. Chaque clic. Chaque murmure. Il collectait des données. Il ne voulait pas de confrontation. Il voulait des preuves. À la fin du premier mois, Joshua était à la croisée des chemins. Soit il affrontait Suzanne et risquait de la voir renverser la situation par son charme et ses mensonges, soit il la poussait à révéler son vrai visage. Il choisit la deuxième option. Et pour cela, il dut faire comme si tout allait bien. Il commença à lui apporter des roses de temps en temps, à sourire en public et à se comporter comme le mari idéal. Ce changement désarma suffisamment Suzanne pour la rendre plus audacieuse. Elle commença à dépenser sans compter, sacs à main de luxe, parfums de créateur, bijoux, et même un séjour dans un spa privé à l'île Maurice, qu'elle prétendait être pour son bien-être mental. Mais Joshua paya les factures sans sourciller. Chaque dépense, chaque virement, chaque facture était suivie. Il avait besoin qu'elle se sente intouchable. Ce n'est qu'alors qu'elle jouerait son va-tout. Il ne savait pas encore où Charles se situait dans tout ça, mais il le découvrirait bientôt. Car ce que Joshua avait prévu ensuite n'était pas seulement une exposition. C'était une catastrophe. Joshua s'est investi dans son travail avec une obsession que même les membres de son conseil d'administration ont commencé à remarquer. Du lever du soleil jusqu'à minuit bien passé, il était en mouvement constant, appels, documents, analyses juridiques, investissements internationaux, expansion logistique. Il rentrait rarement chez lui et, lorsqu'il rentrait, il se retirait dans son bureau privé avant que quiconque puisse dire un mot. Il avait toujours son téléphone à la main, son ordinateur portable à portée de main. Il faisait des allers-retours entre Abuja, Londres et Dubaï, à la poursuite de contrats et de fusions comme si sa vie en dépendait. Mais en réalité, ce n'était pas une question d'affaires. Il s'agissait de se distraire. Tout pour l'empêcher de penser à l'étrange sentiment qui l'envahissait, au soupçon tenace que son mariage était non seulement sans amour, mais dangereux. Chaque minute passée hors du manoir lui procurait une certaine paix. Il ne faisait pas confiance à Suzanne. Et plutôt que d'affronter quelque chose qu'il ne pouvait pas encore prouver, il se plongea dans les réunions du conseil d'administration et les bilans, essayant de dissiper le malaise. À l'intérieur du manoir, Suzanne commença à remarquer le silence. Au début, elle pensait que c'était temporaire. Elle s'attendait à ce qu'un homme comme Joshua soit occupé, son empire était immense et son temps précieux. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines et que la distance se creusait,
elle cessa de faire semblant de s'en soucier. Il n'y avait pas de dîners agaçants, pas d'échanges enjoués, pas de caresses tendres ni de sourires tendres. Elle n'était une épouse que de nom et de présentation. Alors, elle se tourna vers celui qui lui procurait de la chaleur, Charles. L'amant secret qui avait toujours fait partie de son univers, celui qui l'aidait à naviguer parmi les hommes comme Joshua. Elle passait désormais des appels plus librement, ne se cachant plus dans les salles de bain ni ne chuchotant derrière les portes des placards. Elle répondait aux appels au bord de la piscine, dans son dressing, et même parfois en se prélassant dans le salon, sachant Joshua à l'étranger. Son ton devint plus audacieux, plus assuré. Elle ne parlait plus en code. Elle n'en avait plus besoin. Elle n'avait plus peur. Charles remarqua un changement en elle. « Tu as une voix différente », dit-il un après-midi alors qu'elle l'appelait depuis la baignoire en marbre, tout en sirotant du vin blanc. « Tu as l'air puissant. » Suzanne rit en faisant tournoyer une mèche de cheveux. « Pourquoi pas moi? Il n'est jamais là. C'est comme si j'étais une veuve avec des allocations. » Ils ont commencé à parler plus souvent et plus ouvertement des propriétés. Les actions. Les comptes. Comment, une fois le gala de fin d'année terminé, tout serait en mouvement. Le nom de Joshua était devenu une chose lointaine, presque comme un fantôme errant dans le manoir sans raison. Suzanne parlait de lui avec indifférence, voire agacement. « Il ne me demande rien, disait-elle. Il ne me regarde même pas. Il part avant le lever du soleil et revient après que je sois couché. Si je ne le savais pas, je dirais qu'il m'évite. Mais c'est mieux ainsi. Ça simplifie tout. » Le silence du manoir pesait lourd, une lourdeur qui pesait sur la poitrine de Joshua chaque fois qu'il traversait les couloirs. Il avait construit cette maison pour en faire un sanctuaire, un lieu où périmait avec prestige. Mais ces derniers temps, elle ressemblait davantage à une scène. Chaque mouvement, chaque mot prononcé entre ces murs de marbre résonnait de suspicion. Joshua dormait dans l'aile des invités depuis des semaines, un fait que ni lui ni Suzanne n'avaient évoqué. Ça n'avait pas été discuté formellement, c'était simplement arrivé. C'était plus simple ainsi. La distance a adouci les choses. Cette nuit-là, cependant, il a eu du mal à dormir. Son esprit était agité. L'air lui semblait étrange, lourd d'un non-dit. Il se leva, remonta le couloir et, au coin du salon principal, se figea. Une voix, celle de Suzanne, traversa la porte légèrement entr'ouverte de son bureau privé. Elle était au téléphone. Il fit un pas silencieux en avant, restant juste hors de son champ de vision. Elle riait. Un rire léger et taquin qu'il n'avait jamais entendu s'adresser à lui. Le son le piqua. « Il remarque à peine mon existence, » dit-elle d'une voix basse mais tranchante. « Je ne pense pas qu'il sache quel jour on est. Honnêtement, il est tellement absorbé par le travail que je pourrais redécorer toute la maison en velours rouge sans qu'il bronche. » Il y eut un silence, suivi d'un autre rire. « Non, je ne lui ai encore rien dit. »« Tu es fou ? Il faut encore attendre. Je ne veux pas tout gâcher trop tôt. » Sa voix baissa et Joshua se pencha, veillant à ne pas faire de bruit. Le gala était le moment idéal. Après ça, on bouge. Tout ce qu'il a sera à nous. Elle gloussa, plus doucement, plus intimement. Ne t'inquiète pas, bébé. Ce n'est plus qu'un costume vide. Une coquille vide. Ce mot, coquille, frappa Joshua comme un coup de poing en pleine poitrine. Il agrippa le chambranle, les jointures blanchissant. Mais il ne poussa pas la porte. Il n'a pas fait irruption ni exigé d'explication. Il n'a même pas bronché. Au contraire, il a lentement reculé, tel un fantôme se retirant dans les ténèbres. Son cœur battait fort, mais son visage restait calme. Il retourna dans la chambre d'amis en silence, s'assit au bord du lit et fixa l'ombre. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait entendu, c'était la facilité avec laquelle elle l'avait dit. Il n'y avait ni remords, ni hésitation. Que de l'audace. Du réconfort. Comme si cette trahison était déjà en marche depuis bien avant ce soir. Mais ce qui le blessait plus que les mots, c'était la voix elle-même. Il l'avait entendue dans des affaires, des interviews et des galas de charité, douce, calculée, persuasive. Il n'avait jamais imaginé que cela serait utilisé contre lui. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta éveillé, écoutant les faibles échos de la trahison de Suzanne résonner encore à travers les murs de la maison qu'il partageait. Le lendemain matin, tout était normal.
du moins en apparence. Suzanne fredonnait en le croisant dans le couloir, sa robe de chambre en soie frôlant son bras. Elle sourit, l'embrassa sur la joue et lui demanda s'il voulait du thé. Joshua hocha la tête, ne dit rien et la regarda s'éloigner. Elle ignorait totalement qu'il le savait. Rien ne laissait présager que la conversation nocturne avait atteint les oreilles qu'elle croyait assourdies par la distraction. Et Joshua comptait bien que cela reste ainsi, pour l'instant. Il n'était pas prêt à la confronter. Pas encore. Car ce dont il avait besoin, ce n'était pas seulement d'aveux. Il lui fallait des preuves. Des preuves. Une trahison si indéniable que même ses larmes les mieux préparées ne la sauveraient pas. Et pour l'obtenir, il dut faire l'idiot encore un peu. Qu'elle croit qu'elle a gagné. Qu'elle passe à l'étape suivante. Car une fois qu'elle l'aura fait, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Joshua était assis en face du docteur Evans dans un bureau insonorisé de son cabinet médical privé, les doigts croisés sous le menton. Cette idée le hantait depuis la nuit où il avait surpris l'appel téléphonique de Suzanne, simulé un accident, fin de perdre Louis et l'a pris en flagrant délit. Il ne cherchait pas seulement des preuves supplémentaires. Il voulait être pleinement exposé. Le docteur Evans resta silencieux un moment, les bras croisés, tandis qu'il digérait la folie de ce que proposait Joshua. « Tu réalises, dit-il finalement, tu joueras le rôle d'un homme handicapé indéfiniment, du moins jusqu'à ce que tu te révèles. » Joshua hocha la tête avec conviction. « Qu'ils me croient sourd. Je veux voir jusqu'où ils iront s'ils me croient impuissant. » Evans soupira en se frottant les tempes. « C'est un terrain dangereux. Une guerre émotionnelle. Impact psychologique. Êtes-vous sûr de vouloir cela ? » La réponse de Joshua fut rapide, sans l'ombre d'un doute, je préfère vivre sourd que mourir aveugle et idiot. L'accident mis en scène fut exécuté avec une précision effrayante. Le docteur Evans a tout coordonné, un accident de la route impliquant le convoi de Joshua à son retour d'une supposée conférence à Abuja. La nouvelle est tombée avant le lever du soleil, le milliardaire Joshua Raymond survit à un accident de voiture et souffre d'un grave traumatisme. Les paparazzis se sont précipités aux portes de l'hôpital. Les investisseurs ont paniqué. Les journalistes ont spéculé. À l'hôpital, Evans a présenté aux médias un diagnostic soigneusement préparé, un coma temporaire, désormais guéri, mais une déficience auditive confirmée. Suzanne est arrivée, les larmes aux yeux, une performance impeccable. Oh mon Dieu, Joshua. Non, pas comme ça. Mais derrière les portes closes, tandis qu'elle lisait le rapport du médecin et prenait conscience de l'étendue de sa prétendue surdité, son visage changea. Il n'y avait pas de chagrin, juste une réflexion. Joshua, allongé dans son lit, les yeux clos, vit les commissures de sa bouche se relever. Pour la première fois, elle crut avoir vraiment gagné. Ce fut un jeudi après-midi calme que Suzanne cessa enfin de se cacher. Pendant des semaines, elle avait fait semblant, choisissant prudemment ses mots, baissant la voix et dissimulant ses actions sous un voile de sollicitude. Mais dès que le docteur Evans confirma la perte auditive permanente de Joshua, quelque chose en elle se libéra. Elle ne marchait plus sur la pointe des pieds comme une voleuse, elle marchait comme une reine. L'homme qu'elle craignait autrefois de la soupçonner était désormais, à ses yeux, une coquille vide. Elle a commencé à appeler Charles à pleine voix, souvent sur haut-parleur, tout en se prélassant dans le salon ensoleillé. Il n'entend rien, lui a-t-elle dit fièrement, les jambes croisées, en feuilletant un catalogue de mode. Même si je lui tape sur la table à l'oreille, il ne bronche pas. C'est comme vivre avec une statue. À l'autre bout du fil, Charles rit de bon cœur. Alors, voici notre fenêtre, Suzanne. Nous entrons sans hésiter. Joshua était assis en silence au fond du couloir, dos à elle, la posture inerte, faisant semblant de lire un magazine. Derrière les verres teintés de ses lunettes, ses yeux restaient immobiles, mais son oreille, aidée par l'écouteur dissimulé, était parfaitement à l'écoute de chaque mot. Suzanne, ignorant que le manoir était devenu un piège de surveillance, baissa complètement la garde. « On va commencer par ces comptes offshore, dit-elle. Une fois les fonds du gala débloqués, j'obtiendrai le code d'accès. C'est écrit dans ce registre noir dans son bureau. Je l'ai vu le sortir la semaine dernière, pensant que je ne le regardais pas. » Charles a répondu, « Parfait. Nous commençons les transferts 2 jours avant le gala, au cas où il y aurait un retard. » On aurait dit 2 investisseurs technologiques discutant d'une start-up, et non 2 traders complotant pour détruire un homme de l'intérieur. Joshua cligna lentement des yeux, mémorisant chaque phrase.
chaque mot-clé, chaque soupir. Son silence était devenu son camouflage, et avec lui, il dressait le portrait complet de la trahison. Plus tard dans la soirée, Suzanne passa devant Joshua sans le saluer. Elle ne prêtait plus attention à sa présence. Au lieu de cela, elle se glissa dans sa chambre, enfila un peignoir de soie, se servit un verre de vin et appela de nouveau Charles. Elle était allongée sur le lit comme pour poser pour un magazine, riant doucement. « Tu sais ce qui est drôle, dit-elle. J'avais peur qu'il nous devine. Mais maintenant, il sourit comme un idiot quand je fais semblant de m'inquiéter. Aujourd'hui, je lui ai dit que je m'occuperais de ses affaires à sa place. » Il a hoché la tête. Charles acquiesça. Sa voix trahissait un amusement venimeux. « J'ai commencé à semer l'idée que je devrais avoir une procuration. » « Au cas où ça empirerait, » répondit Charles, « une fois la signature faite, c'est fini pour lui. » Ils sombrèrent tous deux dans un silence partagé, celui que seuls les gens sans conscience apprécient. Pour eux, le casse avait déjà réussi. Le gala ne serait qu'une célébration. Joshua était assis seul dans son bureau, le doux bourdonnement des caméras de surveillance lui étant désormais familier. Le silence de la maison était trompeur. En dessous résonnait le bruit de la trahison, de la perfidie et de la tromperie. Et il en capta chaque parcelle. Des dizaines d'audiophiles remplissaient les dossiers de son disque dur sécurisé, chacun horodaté, étiqueté et sauvegardé à plusieurs endroits. On y trouvait des extraits de Suzanne riant avec Charles, d'eux se moquant de sa surdité, de leur joie sinistre à comploter sa chute financière. Il les écoutait tous, encore et encore, non pas pour se torturer, mais pour s'assurer de n'avoir manqué aucun détail. Il ne s'agissait pas seulement d'un homme documentant les mensonges de sa femme, mais d'un général recueillant des renseignements avant de déclencher une guerre. Chaque mot prononcé par Suzanne devenait une arme qu'il comptait retourner contre elle. Et plus elle parlait librement, plus cette arme devenait acérée. Son bureau, autrefois encombré de bilans et de propositions de fusion, avait désormais une nouvelle fonction, des bloc-notes remplis de transcriptions. Une tablette dédiée avec des dossiers organisés, des appels au bord de la piscine, des conversations en chambre, des réunions en salon. Chaque dossier contenait des voix qu'il pensait secrètes, à l'abri de l'illusion du silence. Suzanne avait pratiquement tout avoué ces derniers jours, ses intentions, son dégoût, son histoire. Et Charles, le soi-disant meilleur ami, avait donné des détails sur des comptes offshore, des sociétés fictives et de faux consultants. Joshua avait tout pour lui. Il n'avait plus besoin d'un détective privé ni d'une équipe juridique, il avait monté son propre dossier solide, depuis chez lui. Il ne lui manquait plus que de la patience, et le gala, dans quelques semaines, lui offrirait le cadre idéal. Chaque soir, alors que Suzanne le croyait blotti dans le silence, Joshua l'écoutait. Parfois avec une tasse de café noir, d'autres fois dans le noir complet. Il marquait une pause, rembobinait et rejouait le ton de sa voix, son insensibilité, sa certitude. Il ne se contentait pas de recueillir des preuves, il étudiait son caractère. Il comprenait à quel point les mensonges étaient profondément ancrés. Il était stupéfait de voir comment deux personnes pouvaient vivre sous le même toit et pourtant vivre dans des réalités différentes. Elle le voyait comme un homme faible, trop brisé pour riposter. Il la voyait comme une mèche à combustion lente, sur le point d'exploser. Les enregistrements étaient clairs et nets. On l'a même surprise à dire « je pourrais l'empoisonner », il n'entendrait même pas son propre cœur s'arrêter. Il l'a joué 3 fois, chaque fois plus froide que la précédente. Mais malgré l'accumulation des fichiers et l'amélioration de la qualité audio, Joshua n'a rien fait. Il ne laissait aucune trace d'émotion. Il se contentait d'enregistrer. Il avait appris dans le monde des affaires que le silence met à l'aise, et que le confort rend insouciant. C'était exactement ce qu'il attendait d'eux, l'insouciance. Suzanne était sur ses gardes, Charles était enhardi, et Joshua regardait leur maison de mensonges s'effondrer au ralenti. Il n'était plus le mari en quête de vérité. Il était devenu l'écouteur indiscret, invisible, inaudible, mais toujours présent. Le moment de frapper approchait. Mais pas encore. Pour l'instant, il appuya sur le bouton d'enregistrement, se cala dans son fauteuil et écouta une fois de plus la femme qu'il avait épousée continuer à planifier sa chute de sa propre voix. Suzanne s'était pleinement installée dans son rôle de reine du manoir. Joshua étant sourd et émotionnellement replié sur lui-même, elle agissait sans retenue. La maison n'était plus un foyer, elle était devenue son royaume. Et sa couronne? Une trahison sertie de diamants. Elle commença à s'adonner à un luxe insouciant,
dissimulant ses appétits sous une façade de dévouement conjugal. Elle a maximisé ses cartes de crédit professionnelles pour des virées shopping, a affrété un jet privé pour Paris sous prétexte de se procurer des accessoires de gala et a dépensé des millions en bijoux de créateurs pour des apparitions médiatiques. Chaque dépense était documentée, enregistrée et envoyée par courriel à Charles pour approbation. Ces achats prendront tout leur sens quand nous prendrons la relève, lui a-t-elle dit en essayant un collier en saphir devant le miroir. Après tout, l'épouse du PDG a une image à préserver. Charles, qu'il appelait désormais Madame Charles lors de leurs appels nocturnes, l'encourageait à tout cela. « Dépensez gros maintenant, murmurait-il. Nous effacerons le passé une fois qu'il sera nôtre. » Joshua surveillait chaque transaction sans intervenir. Chaque achat international, chaque rendez-vous privé dans des showrooms de luxe était signalé et enregistré dans un dossier de plus en plus volumineux. Il la regardait afficher son nouveau style de vie avec une assurance troublante. Elle publiait sur sa page Instagram privée des photos de salons exotiques et de bijouterie, soigneusement recadrées pour éviter tout soupçon, mais suffisamment percutantes pour railler l'homme qu'elle jugeait ignorant. Ces légendes étaient des poèmes de cruauté. Le silence est d'or, mais les diamants parlent plus fort. Leurs amis ont commenté avec des émojis de feu et des compliments. Personne n'a remis en question quoi que ce soit. Après tout, Suzanne était l'épouse bien-aimée d'un milliardaire en deuil. Le monde entier la prenait à partie. Joshua, lui, ne l'a pas fait. Il a simplement documenté sa descente aux enfers, sachant que c'était elle qui avait posé les fondations de sa ruine. Son achat le plus cher a eu lieu une semaine avant le gala, une bague en diamant sur mesure d'une valeur de plus de 850 000 $. Suzanne a affirmé qu'elle était destinée à une présentation surprise pendant le gala. En réalité, elle l'avait fait graver de ses initiales et de celles de Charles. Elle le portait avec une fierté tordue, le frottant intentionnellement contre la main de Joshua en faisant semblant d'ajuster son col un matin. « N'est-ce pas adorable ?» demanda-t-elle avec une fausse innocence. Joshua hocha la tête, affichant un sourire crispé, feignant de ne pas comprendre. Elle s'éloigna avec un sourire narquois, tandis qu'il enregistrait calmement les images de la caméra cachée installée dans le lustre au-dessus. Il était devenu insensible à son venin. Ce qui autrefois aurait pu le briser le nourrissait désormais. Chaque nouvelle indulgence qu'elle s'accordait n'était qu'un renfort. Mais ce qui perturbait le plus Joshua n'était ni les dépenses ni la trahison, mais la joie qu'elle y trouvait. Elle ne semblait pas coupable. Pas même hésitante. Elle se pavanait comme une veuve en devenir, imaginant déjà sa vie après lui. « Je pense acheter un yacht après le gala », dit-elle à Charles lors d'un dîner qu'elle qualifia de moment de complicité silencieuse avec son mari. Elle l'avait discrètement branché à une oreillette, assise en face de Joshua, articulant de temps en temps de fausses affirmations tandis que Charles lui murmurait des suggestions à l'oreille. « Appelle ça la libération », plaisanta-t-il. Suzanne rit bruyamment, feignant un regard affectueux à Joshua. Il lui rendit son sourire poli, et lorsqu'elle se détourna, il tapa doucement une ligne sur son bloc-notes. Il croit que l'océan les attend, mais ils foncent tous les deux droit dans la tempête. Le gala de fin d'année était une tradition sacrée chez Raymond Global Holdings, une célébration des réussites, de l'expansion et de la fidélité des actionnaires. C'était le seul événement où le père de Joshua avait toujours exprimé sa volonté, et maintenant, des années après son décès, la responsabilité reposait sur les épaules de Joshua. Normalement, il s'occupait de chaque détail, mais cette année, il laissa Suzanne prendre les choses en main. Elle prétendait que cela l'aidait à faire face à son prétendu handicap, et Joshua était d'accord. « Tu es ma voix maintenant », écrivit-il sur un bloc-notes, lui accordant tous les droits d'organisation. Suzanne s'empressa de la suivre comme un cheval enfin déchaîné. Elle fit appel à l'agence événementielle la plus chère d'Afrique de l'Ouest, commanda des décorations importées du Maroc et sélectionna une liste d'invités comprenant des investisseurs internationaux, des médias mobiles et d'anciens présidents. Elle voulait que cette nuit soit inoubliable, et elle le serait. Mais pas comme elle l'espérait. En privé, Suzanne et Charles se rencontraient régulièrement pour finaliser leur stratégie de sortie. Le plan était d'une simplicité trompeuse. Pendant le gala, tandis que tout le monde était distrait, ils exécuteraient le transfert final, transférant les actifs importants de l'entreprise vers des comptes offshore déguisés en partenariats étrangers. Suzanne avait obtenu l'accès nécessaire en manipulant deux jeunes collaborateurs et en faisant pression sur la secrétaire de Joshua sous prétexte de gérer ses affaires. Charles avait fait venir un informaticien privé en poste dans un hôtel de luxe, prêt à rediriger le trafic dès que l'approbation finale serait obtenue. « Il ne nous faut que 20 minutes, a déclaré Charles. 20 minutes pendant le gala,
quand tous les regards sont rivés sur la scène. Après cela, plus personne ne pourra rien retracer. Joshua savait tout. Il avait vu le technicien informatique s'enregistrer à l'hôtel sous un faux nom. Il avait les horodatages, les maquettes, et même des copies des modèles de transfert que Charles avait envoyés à Suzanne. Mais il ne fit rien pour l'arrêter. Pas encore. Il passait ses journées à se reposer, laissant Suzanne l'informer par des gestes de la main et un discours lent. Elle pensait que c'était une œuvre de charité. Il savait que c'était son chef-d'œuvre qui se développait. Le personnel murmurait à Joshua combien il avait de la chance d'avoir une épouse aussi dévouée, surtout après son accident. Elle a été si forte, dit l'une des cuisinières. Toujours souriante, toujours aux petits soins pour la maison. Joshua hochait la tête en silence à chaque fois, pleinement conscient que la femme que tout le monde admirait s'apprêtait à le dépouiller. Quelques soirs avant le gala, Suzanne se tenait au balcon, observant les décorateurs installer les lumières et le podium drapé d'or. Elle tenait une coupe de champagne à la main, sa bague en diamant reflétant la lumière. Dans quelques jours, tout va changer, se dit-elle. Je ne serai plus Madame Joshua Raymond. Je serai la femme qui a tout emporté. À l'intérieur, Joshua se tenait dans l'ombre de son bureau, l'observant à travers l'écran de surveillance, sa voix claire dans le microphone sans fil. Il ne sourit pas. Il ne fronça pas les sourcils. Il ouvrit simplement un dossier sur sa tablette intitulé « Finale », rempli d'enregistrements, d'horodatage et de preuves. Puis il la referma lentement et murmura « Dans quelques jours, tout changera ». Le gala était à quelques jours, et la tension montait doucement à travers les murs de Raymond Global Holdings. Tandis que Suzanne se concentrait sur la liste des invités et les détails de la restauration, des inquiétudes plus profondes grondaient au sein du service financier de l'entreprise. Samuel Adguin, l'auditeur interne en chef de l'entreprise, était un homme méticuleux, à la voix douce, calculateur et profondément loyal envers le défunt père de Joshua. Il travaillait chez les Raymond depuis près de 30 ans et, même s'il se mêlait rarement de la politique de l'entreprise, il savait toujours quand quelque chose clochait. Au cours des 2 dernières semaines, Samuel avait remarqué des transactions irrégulières, d'abord minimes, dissimulées sous des honoraires de consultants et des campagnes marketing. Mais les signaux d'alarme sont ensuite apparus, plusieurs comptes signalés pour réaffectation, des sommes importantes identifiées comme des transferts pré-gala, et une autorisation d'accès soudaine accordée à une personne extérieure au comité exécutif, Suzanne Raymond. Au début, Samuel a pensé à une erreur interne, peut-être un code administrateur mal placé ou un problème de communication entre Joshua et son équipe. Mais en vérifiant le processus d'approbation, il a constaté qu'il s'agissait directement de Suzanne. Ce qui le déstabilisait le plus n'était pas seulement l'argent, mais aussi le timing délibéré. Chaque transaction était programmée pour culminer pendant le week-end de gala, au moment où la surveillance financière était la plus faible. Et le comble ? Une adresse IP externe liée à une entreprise connue pour son obscurcissement de données s'était connectée au portail comptable principal à 3 reprises la semaine précédente. Alarmé, Samuel savait qu'il ne pouvait rester silencieux. Malgré le récent accident de Joshua et les rumeurs de perte auditive, il organisa un rendez-vous privé sous prétexte de lui remettre un budget révisé pour le gala. Cet après-midi-là, le rapport confidentiel sous le bras, il arriva au domaine Raymond. Joshua l'accueillit avec un sourire serein, lui faisant signe de s'asseoir dans un bureau tranquille. Il ne dit rien, se contentant d'acquiescer poliment, comme s'il attendait des instructions écrites. Samuel hésita d'abord, ne sachant pas comment réagir face à un homme apparemment incapable de l'entendre. Mais alors qu'il ouvrait le dossier et commençait à pointer les numéros, le regard de Joshua s'éclaira, ses sourcils se froncèrent de reconnaissance. C'est alors que Samuel prit un risque. Il se pencha et murmura lentement, « Monsieur, je sais que vous m'entendez. » Joshua ne réagit pas immédiatement. Puis, après un long silence, il hocha légèrement la tête. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Mais ça c'est pire que je ne le pensais. Samuel se rassit, visiblement soulagé. Je ne savais pas à qui d'autre faire confiance. Mais les chiffres sont détournés. Déguisés. Et je crois que ta femme est au cœur de tout ça. Joshua expira profondément et ouvrit le tiroir de son bureau, en sortit un disque dur. Il le lui tendit en silence. Samuel le regarda, puis Josué. C'est tout ? Josué acquiesça de nouveau. Tout est en préparation. J'ai juste besoin que tu t'en tiennes à ton rôle. Discrètement. Suzanne avait endossé son rôle d'épouse en deuil et de conquérante secrète avec une facilité déconcertante.
Ses performances étaient impeccables, dignes d'une récompense. Devant le personnel, elle toucha doucement l'épaule de Joshua, murmura lentement des mots d'inquiétude et lui caressa la main comme s'il était un enfant fragile. « Il fait des efforts, disait-elle au jardinier, mais c'est dur pour lui. Il n'entend plus la musique. Ni les oiseaux. Ni ma voix. » Ils hochaient tous la tête solennellement, certains versant même des larmes en silence. Mais derrière la façade, quand personne ne regardait, Suzanne traitait Joshua comme un chiffon. Elle ne le voyait plus comme un homme, et encore moins comme un mari. Pour elle, il n'était rien de plus qu'une clé cassée d'un coffre au trésor qu'elle s'apprêtait à ouvrir. Et elle n'avait aucune raison de lui témoigner de la gentillesse, surtout quand elle pensait qu'il ne percevait pas le venin dans sa voix ni le dégoût dans ses yeux. Elle s'était mise à lui parler comme on le ferait avec un objet inanimé. Il n'y avait pas de mots doux, pas de gratitude, pas de gentillesse. Au lieu de cela, elle se moquait de son silence avec un sarcasme cruel. « Aimeriez-vous qu'on vous emmène aux toilettes, Votre Majesté » lui demandait-elle le matin. « Ou peut-être que je devrais te nourrir aussi, comme un bébé. » Puis elle éclatait de rire avant de se détourner en secouant la tête. Parfois, elle posait sa main sur sa poitrine, se penchait et murmurait « Tu sais, je t'ai toujours détesté. » Chaque seconde de faux semblant était insupportable. Sa voix était acide, lente et délibérée. Puis elle s'écartait et souriait comme si de rien n'était. Joshua, bien sûr, ne disait rien. Il ne pouvait pas encore. Sa seule réponse fut un regard vide et un hochement de tête expert, tandis qu'intérieurement, chaque mot qu'elle lui lançait se gravait dans sa mémoire. Charles, quant à lui, avait commencé à taquiner Suzanne sur son acte noble. « Tu devrais gagner un prix humanitaire pour avoir pris soin d'un milliardaire fauché », avait-il plaisanté lors d'un de leurs appels. « Qu'est-ce que tu fais ? Un pur sacrifice. » Suzanne rit, les jambes posées sur le canapé, vêtue d'une robe de soie, sirotant du vin. « Je sais, non ? » Le pauvre ne s'entend même pas penser. Si seulement le monde connaissait la vérité. Joshua était assis juste à l'étage pendant cet échange, écoutant via le système de surveillance de la maison, les doigts serrés autour du bord de sa chaise. La trahison n'était plus seulement une question d'argent. C'était devenu personnel, brutal et humain. Il avait toujours su que Suzanne était manipulatrice, mais maintenant elle était devenue monstrueuse. Et le pire, c'était la façon dont elle prenait plaisir à son sentiment d'impuissance. Ce rire, aigu, sans filtre, diabolique, était devenu la bande sonore de son silence. Pourtant, Joshua ne réagissait pas. Sa vengeance n'était pas encore prête. Pas encore. Il avait besoin qu'elle croie qu'elle avait gagné. Il avait besoin que Charles continue de se vanter. Leur arrogance était l'appât, et il l'avalait désormais tout cru. Chaque insulte, chaque murmure cruel, chaque rire était enregistré, sauvegardé, catalogué. Il avait créé un chef-d'œuvre de preuve, qui non seulement les démasquerait, mais les détruirait complètement. En public, Suzanne continuait de susciter la sympathie, ses amis louant sa force et sa loyauté envers son mari. Mais en coulisses, elle devenait de plus en plus dérangée. La cruauté la consumait. Elle était devenue une femme ivre du pouvoir du silence, aveugle à la tempête qui grondait juste derrière les yeux de l'homme qu'elle croyait ne plus entendre. Le lendemain de la dernière série d'insultes de Suzanne, Joshua se tenait devant la grande baille vitrée de son bureau privé, regardant le soleil se lever sur la ville. Les mains jointes dans le dos, l'air calme, mais ses pensées résonnaient comme des tambours de guerre. Les enregistrements, la surveillance, les moqueries, tout cela était devenu insupportable à supporter en silence. Il ne se contentait plus de documenter la trahison, il la subissait quotidiennement. Sa cruauté était devenue une routine, comme le thé du matin ou les promenades du soir. Mais même les tempêtes avaient une fin. Le poids de tout cela pesait sur sa poitrine jusqu'à ce qu'une décision définitive et glaçante soit prise. Il était temps d'entamer le processus pour éloigner Suzanne, non seulement de sa maison, mais de sa vie. Pas par les cris ou la violence. Non, cela lui donnerait du pouvoir. Joshua allait l'effacer discrètement, chirurgicalement et légalement. Et pour ce faire, il avait besoin d'un avocat. Un très bon. Il a fait appel à Maître Kennedy Thompson, un juriste chevronné qui avait traité certains des divorces les plus discrets et les plus médiatisés des cercles de l'élite nigériane. Connu pour son intelligence vive et sa discrétion absolue, Kennedy avait le talent de démanteler avec précision les unions les plus complexes. C'est dans son bureau,
un espace modeste mais hautement sécurisé au dernier étage d'un immeuble privé de l'Equiphase 1, que Joshua se retrouva le lendemain. Il entra en civil, sans agent de sécurité, et donna seulement ses initiales à l'accueil. Une fois à l'intérieur, Kennedy le calma avec un calme mesuré. « Tu veux divorcer de ta femme » dit-il, plus comme une affirmation que comme une question. Joshua hocha la tête. « Mais il faut que ce soit clair, stratégique et complet. » Il acquiesça de nouveau. Ensuite, il faudra constituer un dossier suffisamment solide pour prouver non seulement l'infidélité, mais aussi la trahison, voire la fraude, si possible. Avez-vous des preuves? Joshua fouilla dans son sac et posa un disque dur sur le bureau. Plus que suffisant. Kennedy passa près de 3 heures à examiner les dossiers. Enregistrement d'appels téléphoniques. Vidéosurveillance. Relevé bancaire. Contrat falsifié. Mémo. Journaux de mots de passe. L'ampleur de la tromperie le stupéfia lui-même, lui qui avait démantelé des mariages prestigieux impliquant des sénateurs, des célébrités et des magnats du pétrole. C'est infaillible, dit-il finalement en fermant l'ordinateur portable. Vous la tenez, elle et son amant, en parfait accord. Une fois que nous aurons déposé plainte, elle ne saura pas ce qui lui est arrivé. Joshua hocha la tête, mais ne broncha pas, je ne veux pas que ce soit public, dit-il. Pas encore. Qu'elle se croit en sécurité. Qu'elle se croit toujours à moi. Kennedy comprit immédiatement. Il fallait porter le coup de grâce d'un seul coup. Le regard de Joshua se durcit et il hocha de nouveau la tête. Au gala. Kennedy s'est adossé. Alors on attendra. Je vais préparer les documents maintenant, les faire sceller, et ils seront prêts dès que vous me le direz. Dès la fin de la cérémonie, le rideau tombera. Joshua lui serra fermement la main. Pas besoin de parler. Le plan était arrêté. De retour au domaine, Suzanne s'allongea dans le salon, sa robe de soie flottant au vent, son téléphone à l'oreille, tandis qu'elle riait avec Charles du champagne qui serait servi au gala. Elle ne remarqua pas le retour de Joshua. Elle ne lui demanda pas où il était passé. En fait, elle ne lui prêta presque plus attention. Joshua la dépassa dans le calme d'une brise, mais intérieurement, son âme rugissait. Les papiers du divorce seraient rédigés, scellés et prêts dans les 48 heures. Ils seraient signés et signifiés dès la fin du gala. Et avec les preuves déjà archivées et les horodatages sécurisés, elle n'aurait aucune chance de s'échapper. Elle pensait l'avoir réduit au silence. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le silence était devenu son arme la plus redoutable. Tandis qu'elle buvait du vin et parlait de yachts et de villas en France, il écrivait tranquillement le dernier chapitre de sa performance. La scène était presque prête. Les lumières étaient presque allumées. Et la femme qui pensait avoir épousé un idiot allait devenir la une de sa propre destruction. Charles arriva à Lagos 2 jours avant le gala, vêtu d'un costume noir sur mesure, de lunettes de soleil et d'un sourire narquois qui portait le poids de mois de tromperie. Il ne s'installa pas au manoir Raymond cette fois-ci. Cela aurait fait sourciller plus d'un. Au lieu de cela, il a réservé une suite dans un hôtel haut de gamme de l'île Victoria sous un faux nom, Monsieur Yemi Collins, et a utilisé un téléphone jetable enregistré auprès d'une société fictive. Il savait se déplacer en silence. Il avait déjà réalisé ce genre de travail, mais jamais à une telle échelle. Le prix n'était pas seulement financier. C'était un héritage. L'héritage de Joshua. L'entreprise qui s'étendait sur plusieurs continents, influençait les marchés et contrôlait des milliards. Et en quelques jours, tout leur appartiendrait. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ce matin-là, Suzanne l'appela pour confirmer un détail crucial, le tiroir de son bureau, le noir. J'avais trouvé le code du coffre-fort. Comme tu l'avais dit, il l'écrivit sur un post-it et le glissa entre 2 vieux journaux. Suzanne ne perdit pas de temps. Tandis que Joshua était tranquillement assis dans son fauteuil de lecture en bas, feignant de s'intéresser à un vieux journal, elle entra dans le bureau, une tasse de café à la main, souriant gentiment en passant devant lui. « Je fais juste du rangement pour le gala », dit-elle de sa voix douce comme du miel, sachant qu'il ne répondrait pas. Dans le bureau, elle s'avança rapidement, sans hésitation, sans crainte. Elle ouvrit le tiroir et en sortit le journal, le feuilleta jusqu'à ce que le post-it rose tombe sur le bureau. Le hashtag 4517 du tableau de bord principal du compte RGH, suivi d'une longue séquence de chiffres, correspond aux identifiants d'accès aux principales réserves offshore de Raymond Global Holdings. Le pouls de Suzanne s'accélère.
Elle prit une photo du billet, mémorisa les détails, puis remit le tout en place avec une précision chirurgicale. Quelques minutes plus tard, elle était de retour en bas, pressant la tasse de café chaude dans la main de Joshua, telle une épouse parfaite. « Tu vas adorer le gala », dit-elle en souriant. Plus tard dans la journée, elle envoya le code d'accès et les documents numérisés à Charles via une application de messagerie cryptée. « Terminé », écrivit-elle. « Tout à toi maintenant. » Charles ne répondit pas par des émojis ni des compliments. Il répondit par un simple mot, déploiement. Il était déjà connecté au système de l'entreprise depuis sa suite d'hôtels, connecté à un serveur privé via une machine virtuelle disposant de multiples emplacements de rebond. Son équipe, composée de 2 spécialistes techniques, avait été amenée par avion de Johannesburg et protégée sous couvert de consultants en stratégie de marque numérique. Leur mission était simple, extraire les liquidités de Raymond Global Holdings au plus fort du gala, afin que personne ne remarque la disparition soudaine de fonds derrière les toasts et les discours de félicitations. Charles examina le protocole, revérifia les numéros de routage et confirma un chemin de retrait de secours. « Dès demain à cette heure-ci, dit-il à voix haute, nous disparaissons. » De retour au manoir, Suzanne se tenait devant le grand miroir de sa chambre, répétant son discours pour le gala. « Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien apporté à mon mari et à la compagnie pendant cette période difficile, a-t-elle répété, la voix brisée juste à temps. Cela nous touche énormément. Elle a souri à son reflet, admirant les boucles d'oreilles en diamant et la robe qu'elle avait choisie, une robe de créateur rouge chatoyante, censée éblouir son public par sa grâce et sa richesse. Mais ce n'était pas l'éloge qu'elle attendait, c'était le moment suivant. Le moment où Charles confirmerait que les comptes avaient été vidés, le coffre vidé et l'empire transféré. « Ça y est », murmura-t-elle en se regardant dans les yeux. « C'est sa fin. Et notre commencement. » Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est qu'en déverrouillant le coffre, Joshua avait déjà scellé son destin. Ce jour est arrivé avec un poids historique. Pendant des décennies, le gala de fin d'année organisé par Raymond Global Holdings avait été un joyau du calendrier mondain de l'élite nigériane. Ce n'était pas seulement un événement d'entreprise, c'était un spectacle, un rassemblement d'investisseurs internationaux, de personnalités politiques, de journalistes et de dignitaires étrangers. Cette année, le thème était « Héritage et leadership », choisi par Suzanne elle-même. Pour le monde extérieur, c'était un hommage à la force de son mari après sa tragique perte auditive. Mais pour elle et Charles, c'était le dernier acte de leur convention bien rodée. Du matin au midi, décorateurs, fleuristes et techniciens ont investi le domaine Raymond. La cour s'est transformée en un paradis scintillant de tentes aux finitions dorées, de lustres en cristal suspendus aux arbres, de tapis rouges bordés de cordes de velours et d'une scène encadrée de LED portant le nom de Joshua en lettres lumineuses. Le parfum des roses importées emplissait l'air, se mêlant au son lointain des répétitions de jazz et au bourdonnement des drones. À l'intérieur du manoir, Suzanne était une image de maîtrise. Elle se déplaçait comme un commandant inspectant les troupes, vérifiant que chaque verre était à sa place, chaque table étiquetée et chaque artiste avait répété à la perfection. Elle portait une robe d'un rouge profond qui scintillait comme un feu sous les lumières, des talons assortis et un collier de diamants personnalisé qu'elle avait acheté quelques jours auparavant, débité, bien sûr, du compte de l'entreprise. Ce soir, se murmura-t-elle en ajustant son rouge à lèvres devant le miroir, je deviens intouchable. Charles avait confirmé que l'équipe informatique était pleinement opérationnelle et que tout était prêt pour le transfert. Une fois le feu d'artifice lancé, il lui envoya un message, on s'éteint. Tout est transféré vers les réseaux offshore. Ce sera intraçable. Suzanne a répondu avec un simple emoji cœur rouge. Elle croyait que ce soir couronnerait son héritage, un héritage qu'elle volerait à un homme qu'elle croyait fini. Un homme qui, à ses yeux, s'était déjà effacé au sein de son propre empire. Joshua, quant à lui, était assis dans sa chambre, dans un silence de plomb. Son équipe l'avait aidé à enfiler un smoking noir classique, impeccable et élégant, un mouchoir blanc glissé dans sa poche. De l'extérieur, il ressemblait parfaitement au président milliardaire que le monde admirait. Il saluait et remerciait par écrit ceux qui l'aidaient, conservant l'image d'un homme reconnaissant et humble. Mais sous ce calme se cachait le feu. Un brasier de préparatifs soigneusement encerclé. La veille, il avait visionné la vidéo finale, une compilation des plans de Suzanne et Charles, capturés avec un son d'une clarté exceptionnelle et des images HD, classées par heure, date et lieu. Tout était déjà chargé sur un dispositif de présentation, parfaitement intégré au matériel multimédia de l'événement. Seules 3 personnes au monde savaient ce qui allait arriver, Joshua,
l'avocat Kennedy Thompson et Samuel Hodgin. La plus grande soirée de Suzanne allait devenir sa plus grande perte, et elle ne l'aurait jamais vu venir. À l'approche de la soirée, les invités arrivaient par vagues. Des voitures de luxe s'alignaient à l'entrée. Les photographes immortalisaient chaque arrivée, sénateurs, musiciens, PDG, investisseurs étrangers. Le domaine Raymond resplendissait sous des lumières dorées tandis que des serveurs en gants blancs se déplaçaient avec grâce avec des plateaux de champagne et des hors-d'œuvre. Un quatuor à cordes jouait doucement près du jardin, tandis que de grands écrans diffusaient des extraits des réalisations de Raymond Global au fil des ans. Bienvenue dans l'héritage de l'excellence, résonnait la voix du présentateur dans les haut-parleurs. Suzanne flottait dans la foule comme une reine, riant, embrassant et prononçant des discours maîtrisés. Merci beaucoup, dit-elle à un investisseur. Joshua a traversé tant d'épreuves, mais nous sommes plus forts que jamais. Elle se tapota la poitrine avec une émotion feinte. Ce gala signifie tout pour lui, et pour moi. Et tandis qu'elle prononçait ces mots, Joshua apparut en haut des marches. La foule se retourna et applaudit à tout rompre. Le roi était arrivé, et il était prêt. Un silence respectueux s'abattit sur la salle de bal tandis que Josué descendait lentement l'escalier, d'un pas calme et posé. Les applaudissements s'estompèrent peu à peu, laissant place à un silence pesant, remplacé par des regards curieux et des murmures étouffés. C'était sa première apparition publique depuis l'accident, et tout le monde se posait des questions. Était-il vraiment sourd? Parlerait-il? Suzanne, fièrement debout devant, une coupe de champagne à la main, arborait un sourire à faire fondre la pierre. Elle se tourna vers la foule avec une grâce experte, en trinquant. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, merci beaucoup d'être venus célébrer cette merveilleuse soirée avec nous. Mon mari a traversé tant d'épreuves ces derniers mois, mais il a insisté pour être présent ce soir. C'est grâce à lui que notre entreprise tient bon. » La foule applaudit légèrement, mais tous les regards restèrent fixés sur Joshua, qui se tenait maintenant sous le grand lustre, face à eux, non pas comme une victime, mais comme un homme déterminé. Suzanne lui tendit la main pour lui faire signe de se tenir à ses côtés, toujours arborant le masque d'une épouse aimante. « Veux-tu que je parle en ton nom, mon chéri ?» demanda-t-elle doucement, tournant la bouche vers son oreille comme pour l'aider. Joshua la regarda, puis lui prit délicatement le micro des mains. Son geste la stupéfia. La salle se figea. Même le violon s'est tu. Joshua s'est éclairci la gorge, puis a parlé au micro avec clarté et autorité. « Merci à tous d'être là ce soir », a-t-il dit. Des halètements parcoururent le couloir tel un tremblement de terre. Le verre de Suzanne lui glissa des doigts et se brisa sur le sol en marbre. Son visage perdit toute couleur. La salle se figea. « Comme vous pouvez le constater, poursuivit Joshua, mon audition est parfaitement intacte. Je n'ai jamais été sourd. J'ai tout simplement cessé d'écouter ces mensonges. » Un silence assourdissant a suivi ces paroles. Charles, debout près du bar, s'est raidi en réalisant ce qui se passait. Joshua actionna une petite télécommande. Aussitôt, les écrans de la salle de bal vacillèrent, coupant le résumé des moments forts de la soirée pour laisser place à une vidéo granuleuse mais claire. On y voyait Suzanne assise dans le salon de la piscine, téléphone à la main, en train de parler à Charles. Sa voix résonna dans les haut-parleurs. Il est sourd maintenant. Complètement. Nous n'avons plus besoin de faire attention. Un autre clip a suivi, Suzanne en peignoir murmurant « Le gala est le moment idéal. Une fois les fonds transférés, nous disparaissons. » La foule a halté. D'autres images ont été diffusées, le visage de Charles en visioconférence, indiquant ses numéros de compte et ses instructions de virement. Images de documents secrets. Enregistrement audio de rire. Trahison. Les complots se succédaient, accablants. Suzanne regarda autour d'elle avec frénésie. Les invités se sont retirés. Les investisseurs ont chuchoté. Les administrateurs ont échangé des regards choqués. Certains éteignirent leur flûte de champagne comme empoisonnée. Joshua resta immobile, sans cligner des yeux, tandis que le dernier clip passait, la voix de Suzanne disant « Ce n'est plus qu'une coquille vide. Une fois que tout sera terminé, nous serons enfin libérés de lui. » L'écran devint noir. Le silence qui suivit fut plus perçant que la vidéo elle-même. Puis, lentement, Joshua parla une dernière fois. « À ceux qui m'ont soutenu, merci. À ceux qui m'ont souri en prévoyant de me ruiner, considérez ceci comme ma réponse.
Il se tourna vers Suzanne, dont les jambes tremblaient sous sa robe. Je savais tout. J'ai tout observé. Et ce soir, tu en répondras. La foule commença à s'agiter, certains incrédules, d'autres horrifiés. Le masque de Suzanne avait finalement volé en éclats devant ceux-là même qu'elle cherchait à impressionner. Elle attrapa le bras de Joshua en tremblant. Joshua, oui, mais il recula, le regard froid et calme. Tu as déjà tout dit, Suzanne. Je viens de le faire entendre au monde entier. La salle de bal fut plongée dans le chaos. Les invités haltèrent, d'autres chuchotèrent furieusement, et quelques associés commencèrent à s'éloigner de Suzanne comme si elle était soudainement devenue contagieuse. L'atmosphère élégante du gala, quelques instants auparavant remplie de musique, de champagne et de rire, était désormais chargée de scandales et de chocs. La bouche de Suzanne s'ouvrit, puis se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Son regard parcourut la pièce, cherchant une bouée de sauvetage, mais elle ne vit que des yeux emplis d'horreur, de trahison et de dégoût. Charles, qui reculait lentement vers la sortie comme un animal acculé, fut intercepté par deux hommes en costume simple qui s'avancèrent de chaque côté du couloir. « Monsieur Charles Moir », dit l'un d'eux en brandissant un badge. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de fraude, complot de détournement de fonds et blanchiment d'argent. » La voix était calme, mais ferme. Charles se retourna et leva les mains. « Il y a eu une erreur. J'ai été invité, » cria-t-il, la panique perlant à chaque mot. Suzanne tenta de se jeter sur lui, mais deux autres agents la rejoignirent avant qu'elle ne fasse 3 pas. « Madame Suzanne Raymond, » dit un agent en lui posant fermement la main sur le poignet, « vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, manipulation financière et manquement à une obligation fiduciaire. Vous avez le droit de garder le silence. » « Non, 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 attends, attends » hurla-t-elle en se tordant et en se débattant, les mains menottées dans le dos. Sa voix se brisa, non pas de chagrin, mais d'incrédulité. « Tu ne peux pas faire ça. C'est mon gala. Je suis l'hôtesse. » « Je suis, » dit-elle en se tournant vers Joshua, les yeux écarquillés de terreur. « S'il te plaît, bébé, s'il te plaît. Je peux t'expliquer. Je ne voulais pas. C'était Charles. Il m'a forcé. » Joshua n'a pas bronché. Il resta planté là, les yeux rivés sur les siens, froid et résolu. « Tu t'es forcé, Suzanne. Je t'ai seulement laissé le temps de le prouver. » Les caméras de plusieurs médias ont tout filmé. Les flux en direct qui diffusaient le gala se sont transformés en une véritable frénésie médiatique. Le PDG Joshua Raymond dénonce sa femme et sa directrice des opérations dans une trahison massive de l'entreprise, devenue une tendance en quelques minutes. Les téléphones des investisseurs ont sonné dans la salle de bal. Les directeurs des relations publiques se sont mis à rédiger des déclarations. Les invités murmuraient le mot « arrestation » comme s'il s'agissait d'un poison. Suzanne tomba à genoux tandis que les policiers la tiraient vers l'avant, le mascara coulant sur ses joues, sa robe rouge cramoisie se fronçant à l'ourlet. « Joshua, s'il te plaît. Je t'aimais. »« Je l'ai fait » s'écria-t-elle, sa voix devenant de plus en plus hystérique. Joshua ne répondit pas. Le silence entre eux n'était plus une comédie. Ce fut sa réponse finale. Charles jura, traitant les officiers d'idiots, criant qu'ils n'avaient aucune juridiction, mais c'était inutile. Les menottes étaient solides. La preuve était irréfutable. Leur empire de mensonges s'était effondré sous les projecteurs qu'ils convoitaient autrefois. Tandis que Suzanne et Charles traversaient le grand hall, passant devant les invités avec lesquels ils avaient trinqué, devant les personnes qu'ils avaient projetées de dévaliser, personne ne s'avança pour les défendre. Pas un mot. Pas une supplication. La honte était trop épaisse, trop réelle. Certains invités s'écartèrent sans un regard. D'autres enregistraient avec leur téléphone, l'air impassible. Le quatuor à cordes resta figé dans son coin, hésitant entre continuer à jouer ou plier bagages en silence. Suzanne se retourna une dernière fois, le regard en quête de pardon, mais elle se retrouva face à un silence glacial. Et au milieu de tout cela, Joshua se tenait immobile, les mains jointes calmement devant lui. L'homme qu'il croyait sourd, faible et brisé s'était relevé, et avec son seul silence, il les avait brisés tous les deux. Le silence régnait à nouveau dans le manoir, mais cette fois, pas celui qui dissimulait une trahison. C'était un silence pur, libérateur. Le lendemain matin du gala, Joshua se tenait dans son bureau, regardant par la même fenêtre où, quelques semaines plus tôt, il avait décidé de simuler la surdité.
Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant une lumière dorée sur le parquet. Suzanne et Charles étaient partis. Disparus légalement, socialement, émotionnellement. Les papiers du divorce avaient déjà été déposés. Le conseil d'administration, stupéfait par les révélations, s'était rallié à Joshua comme jamais auparavant. Et pourtant, malgré toute la justice rendue et l'héritage de l'entreprise préservé, il se sentait vide. Il n'y avait aucune satisfaction à gagner une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Il ne se sentait pas victorieux. Il se sentait humain, exposé, vulnérable et douloureusement conscient de la solitude de son empire. Il se versa une tasse de café et sortit dans le jardin, où les roses que Suzanne ignorait autrefois avaient recommencé à fleurir. L'air sentait différemment, ou peut-être respirait-il pour la première fois. Le poids de ses soupçons avait disparu, mais une question plus lourde persistait. Quel genre d'amour méritait-il vraiment? Pendant des années, Joshua s'était protégé des émotions, se cachant derrière le business, la logique et les contrats. Il n'avait jamais couru après l'amour, non par arrogance, mais par peur. La peur que ce qu'il avait construit puisse aveugler les gens sur qui il était. La peur que les femmes convoitent la richesse, le nom, le prestige, mais pas l'homme. Cette peur s'était réalisée avec Suzanne. Elle ne l'avait pas épousé uniquement pour l'argent. Elle avait agi ainsi avec la ferme intention de le détruire. Désormais, tout ce que Joshua désirait, c'était la simplicité. La vérité. Quelqu'un qui n'aurait pas besoin de sa signature, seulement de sa sincérité. Plus tard dans la journée, il s'est assis avec l'avocat Kennedy Thompson pour passer en revue les dernières étapes du litige. Mais après la séance, Joshua s'est attardé. « Kennedy, dit-il, comment les gens font-ils? Pour tout recommencer ?» Kennedy, homme avare de paroles inutiles, le regarda droit dans les yeux et répondit en décidant de ne pas reporter le passé sur demain. C'était une déclaration simple, mais elle toucha Joshua plus durement que n'importe quel document juridique. Ce soir-là, il était assis dans son salon faiblement éclairé, sans télévision, sans bruit, juste ses pensées et un verre de vin non touché. Il ouvrit son journal, celui dans lequel il n'avait pas écrit depuis la mort de son père, et commença à griffonner un vœu. Non pas de ne plus jamais aimer, mais de ne jamais laisser la peur, la richesse ou la solitude choisir l'amour à sa place. Si l'amour devait revenir, il devait être pur. Sans contrainte. Réel. Non motivé par des clauses d'héritage ou de délai, mais par le rire, la connexion et un silence qui semblaient sécurisants, et non sinistres. Joshua commença alors le lent processus de lâcher prise, non seulement envers Suzanne et Charles, mais aussi envers tout ce que leur trahison représentait. Il parcourut chaque couloir de sa maison, se réappropriant chaque espace. La chambre, où l'on murmurait autrefois des mensonges au téléphone. Le bureau, où il avait entendu pour la première fois les paroles cruelles de Suzanne. La salle à manger, où de faux sourires avaient été échangés autour de repas empoisonnés. Il ne les avait pas rénovés. Il ne les détruisit pas. Il traversa simplement la ville, s'arrêtant juste le temps de dire « ça suffit ». Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, Joshua se cala dans son fauteuil et ferma les yeux, non pas pour fuir le monde, mais pour envisager un avenir où l'amour ne serait pas une performance, mais une paix. Il en trouverait un. Un endroit où il ne se précipiterait pas. Et cette fois, il attendrait qu'il le choisisse. C'était un mardi matin que Joshua la remarqua pour la première fois, non pas avec le regard d'un homme en quête d'amour, mais simplement comme quelqu'un qui avait appris à mieux observer les gens au-delà de leur apparence soignée. Il était rentré discrètement au bureau une fois le gala retombé, choisissant de ne faire aucune annonce ni d'apparaître dans les médias. Il ne voulait pas attirer la sympathie. Il rêvait de normalité. Il arpentait donc les couloirs de Raymond Global Holdings en silence, rassemblant son personnel, écoutant plus qu'il ne parlait. C'est alors qu'il la vit, Anita. Elle portait une simple tenue de ménage, fournie par l'entreprise, les cheveux attachés en un chignon soigné, sans maquillage et une paire de baskets blanches usées. Elle avançait dans le couloir de la direction avec une grâce tranquille, concentrée sur son travail, fredonnant un hymne à voix basse. Sa présence avait quelque chose d'apaisant, humble, inaperçu de la plupart, mais présente comme le rythme d'un battement de cœur dans une pièce bruyante. Anita ne le remarqua pas au premier abord. Elle essuyait la table en verre du salon exécutif, prenant soin de déplacer chaque chaise avant de passer la serpillière en dessous. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, son expression resta inchangée. Elle ne bafouilla pas, ne fit pas la révérence comme le faisaient beaucoup de jeunes employés en sa présence.
Au lieu de cela, elle lui offrit un hochement de tête respectueux et un léger sourire sincère, celui qui n'était pas le fruit de la flatterie, mais de la simple chaleur humaine. « Bonjour, monsieur, dit-elle d'une voix douce mais claire. Joshua hocha la tête en retour, surpris par son calme. « Bonjour, répondit-il. Puis, contre toute attente, il marqua une pause. Il avait arpenté ces couloirs pendant des années, et pas une seule fois il ne s'était arrêté pour demander le nom de quelqu'un du service d'entretien. Mais cette fois, quelque chose le contraignit. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Elle se redressa légèrement. « Anita, monsieur. » Et sur ce, elle retourna au ménage, sans rien attendre de plus. Elle n'était pas en train de faire la comédie. Elle était simplement là. Au cours des semaines suivantes, Joshua croisa Anita plus souvent. Parfois intentionnellement, parfois par accident. Elle était toujours en avance, toujours méticuleuse et n'essayait jamais d'engager la conversation au-delà des salutations. Mais c'est sa simplicité qui commença à le séduire. Un après-midi, il la vit aider une employée âgée à descendre des cartons dans les escaliers alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. Un autre jour, il l'entendit prier doucement pour un collègue malade dans la salle de repos, non pas pour attirer l'attention, mais par sincère sollicitude. Ces moments n'avaient rien de dramatique. Ils étaient calmes, sincères et profondément humains. Et pour un homme qui avait été entouré de manipulations et de tromperies, la sincérité d'Anita était un trésor précieux. Elle n'était ni éblouissante ni riche. Elle n'avait aucune intention. Mais en sa présence, Joshua se sentait apaisé. Leur première vraie conversation eut lieu un soir pluvieux, alors que le bâtiment était presque vide et qu'elle nettoyait le couloir devant son bureau. « Tu ne devrais plus être là, dit-il. » Elle leva les yeux et sourit. « J'ai l'habitude de rester tard. C'est quand tout est calme. » Il hocha la tête, puis fit un geste vers le salon. « Assieds-toi quelques minutes. Tu as été debout toute la journée. » Elle hésita, visiblement incertaine, puis finit par le rejoindre. Ils restèrent un moment silencieux avant qu'elle ne prenne la parole. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Avec ta femme, dit-elle doucement. Je suis désolé. Personne ne mérite ça. » Joshua la regarda et ne vit aucune pitié dans ses yeux, seulement de la compréhension. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas beaucoup, mais quelque chose changea. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait ni milliardaire ni brisé. Il se sentait comme Joshua. Et dans la présence silencieuse d'Anita, il commença à croire que peut-être, juste peut-être, le véritable amour pourrait encore le trouver, non pas par la force, mais par la paix. L'amour ne frappait pas Joshua comme un éclair. C'était comme la pluie après une longue sécheresse, douce et régulière. Dans les semaines qui suivirent leur première vraie conversation, Anita et lui commencèrent peu à peu à se découvrir. Pas de grands gestes, pas de cadeaux luxueux, pas de déclarations fracassantes. Ils ont simplement discuté. Dans la salle de pause, autour d'un café. Dans la cour, après que la plupart des employés soient rentrés chez eux. Dans les couloirs, quand le silence était doux et sincère, Anita ne le traitait jamais comme le milliardaire qu'il était. Elle s'enquérait de ses plats préférés, pas de ses investissements préférés. Elle se souciait de savoir s'il mangeait bien, pas de voir ses actions monter. Joshua, pour la première fois, rencontrait quelqu'un qui ne voulait rien de lui, si ce n'est sa présence. Et cela, plus que tout, le guérissait. Sa gentillesse n'était pas purement théâtrale. Elle provenait du cœur d'une femme qui avait appris à vivre avec peu, tout en donnant généreusement. Au fil des mois, leur lien s'est renforcé. Anita resta fidèle à son rôle, refusant toutes les promotions que Joshua lui proposait gentiment. « Non pas que je ne veuille pas m'améliorer, dit-elle en souriant, mais parce que je veux progresser par moi-même. Il faut que j'achève quelque chose avant d'aller de l'avant. » Cette humilité renforçait encore l'admiration de Joshua. Elle n'était pas impressionnée par ses costumes, ses voitures, ni par l'attention médiatique qui persistait à le hanter. Elle avait vu les gros titres. Elle avait été témoin des conséquences du gala. Mais elle n'en avait plus jamais parlé. Elle ne voulait pas aimer l'homme que le monde voyait. Elle voulait aimer l'homme derrière tout cela. Et Joshua, chaque jour qui passait, laissait cet homme émerger. Il cessa de se cacher derrière le silence et commença à partager des histoires sur son enfance, son père, ses peurs et ses espoirs. Anita l'écoutait sans le juger. Elle n'essayait pas de le réparer. Elle restait simplement.
Leur relation s'est épanouie loin des caméras et des médias mondains. Personne ne le savait. Pas même les membres de son conseil d'administration. Joshua ne voulait pas que le monde valide ce qu'il avait trouvé. C'était trop sacré, trop sincère. Lorsqu'il lui a finalement demandé de devenir sa femme, ce n'était ni lors d'un gala ni sur un yacht. C'était sous le même arbre, dans la cour de la compagnie, où elle déjeunait souvent seule. Il lui apporta une petite assiette de riz jollof et de bananes plantains et dit doucement, « Je ne veux pas d'une reine à mes côtés. Je veux une femme qui me rappelle que je suis humain. Veux-tu m'épouser ?» Anita le fixa, stupéfaite, les larmes aux yeux. Elle ne dit pas oui immédiatement. Elle tendit la main par-dessus la table et la prit. « Seulement si tu promets de rester Joshua. Pas le président. Juste toi. » Et à cet instant, il a compris. Il avait enfin trouvé ce qu'il n'aurait jamais cru possible, l'amour sans spectacle. Leur mariage eut lieu 6 semaines plus tard dans une petite chapelle loin de la ville. Il n'y avait aucune célébrité. Pas de couverture médiatique. Pas d'orchestre somptueux ni de danse chorégraphiée. Juste Joshua, Anita, quelques amis proches et le pasteur qui se tenait devant eux avec un doux sourire. Anita portait une simple robe blanche. Joshua portait une ikbata blanche traditionnelle ornée de broderies subtiles. Les vœux furent brefs mais puissants. « J'ai cru un jour que le silence était ma punition, » dit Joshua en la regardant dans les yeux. « Mais il est devenu ma protection. Et dans ce silence, je t'ai trouvé. » Anita répondit doucement, « Je te promets de ne plus jamais te sentir ignoré. » Ils échangèrent des alliances, non pas en diamant, mais en platine, solide, discrète et incassable. En sortant de la chapelle, main dans la main, Joshua respira l'air comme si c'était la première fois. Il ne se sentait pas comme un homme perdu. Il se sentait comme un homme enfin arrivé, en paix, en amour, chez lui. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.